Le Cameroun est invité à mettre fin aux exactions de ses forces de sécurité dans la lutte contre Boko Haram. C'est un appel du Comité des Nations Unies contre la torture à travers un rapport. Le Niger a évacué plus de 700 de ses ressortissants vivant en Libye. C'est dans le cadre d'un plan de rapatriement d'urgence mené par le gouvernement. En Afrique subsaharienne, une personne sur deux ne connaît pas son statut sérologique. Il s'agit d'une statistique annoncée par Joseph Larmarange, démographe en santé publique à Abidjan. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Après le scandale international né de la diffusion d'images de marché aux esclaves dont sont victimes des migrants noirs d'Afrique subsaharienne en situation illégale en Libye, la pression avait augmenté sur les États africains pour qu'ils en évacuent leurs ressortissants. Donc, à travers un communiqué mercredi, l'Union africaine a annoncé son intention de rapatrier dans leur pays d'origine 20 000 migrants réfugiés en Libye dans les 6 prochaines semaines. Reportage. L'Union africaine avait indiqué mardi qu'elle entendait rapatrier 15 000 migrants d'ici la fin de l'année. Mais elle a fait évoluer son objectif après une rencontre à Addis Abeba avec des responsables de l'Union européenne et des Nations unies. Dans un communiqué publié mercredi soir, l'organisation a annoncé que la priorité immédiate sera désormais de rapatrier dans les 6 prochaines semaines 20 000 migrants qui ont exprimé leur intention de quitter la Libye et qui se trouvent actuellement dans des centres de détention identifiés et contrôlés par le gouvernement libyen. L'Union africaine travaille également à assurer un service consulaire pour les migrants bloqués en Libye et à garantir le droit des compagnies aériennes à atterrir dans le pays pour procéder à leur évacuation. Certains pays africains ont déjà commencé à titre individuel ce processus. Le Nigeria, premier pays d'émigration illégale en Afrique de l'Ouest, a rapatrié mardi dernier plusieurs dizaines de ses ressortissants qui se trouvaient dans des camps de détention en Libye. Le Rwanda s'est également dit prêt à accueillir jusqu'à 30 000 migrants africains qui ont été détenus en Libye. Et justement, dans le cadre de la lutte contre l'esclavage et la vente des migrants, le Niger a évacué plus de 500 de ses ressortissants vivant en Libye. C'est dans le cadre d'un plan de rapatriement d'urgence mené par le gouvernement. Des milliers d'autres candidats sont attendus pour le retour au bercail. Action salutaire de l'État nigérien. Les fils du pays en souffrance en Libye commencent à rentrer au bercail. 504 d'entre eux se sont portés volontaires dans le cadre d'un plan de rapatriement. Des milliers d'autres sont encore en Libye et l'État est disposé à ramener tous ceux qui le souhaiteraient. Le ministre des Affaires étrangères qui a accueilli les rapatriés mercredi à l'aéroport de Niamey en a donné l'assurance. Des bus ont été affrétés pour acheminer les rapatriés dans leurs villages respectifs. La plupart de ceux-là, faisant état de demandes de rançon qui sont légion en Libye, se disent soulagés d'avoir quitté cet enfer-là. D'après un communiqué du ministère nigérien des Affaires étrangères, quelques 4 000 Nigériens vivant en Libye se sont déjà inscrits comme candidats au retour volontaire. Les autorités promettent de les rapatrier par des rotations aériennes. Il est important ici de souligner que Niamey rapatrie souvent ses ressortissants bloqués de Libye. Quelques 250 000 Nigériens étaient rentrés dans leur pays pour fuir les violences après l'ère Kadhafi. Les Nigériens qui émigrent en Libye ne sont quasiment pas tentés par la périlleuse traversée de la Méditerranée pour gagner l'Europe et y restent. Après des révélations de vente de migrants noirs comme esclaves en Libye, plusieurs États africains ont lancé des opérations de rapatriement de leurs ressortissants. Le Comité des Nations Unies contre la torture, à travers un rapport, a appelé le Cameroun à mettre fin aux exactions de ses forces de sécurité dans la lutte contre Boko Haram. L'organisme onusien s'inquiète par ailleurs des arrestations menées dans les régions anglophones du pays, plongées depuis 1 an dans une grave crise sociopolitique et théâtre ces dernières semaines d'une hausse alarmante des violences. Reportage.
Le comité de l'ONU contre la torture se dit vivement préoccupé par les allégations des actions et de torture perpétrées par les forces de sécurité camerounaises et qui seraient très répandues. Dans un rapport rendu public, le comité fait état d'informations reçues selon lesquelles, entre 2013 et 2017, de nombreuses personnes originaires de l'extrême nord du Cameroun, soupçonnées de soutenir Boko Haram, auraient été détenues au secret par l'armée régulière dans au moins 20 centres de détention non officiels. Le comité recommande notamment à l'État camerounais d'exercer un contrôle rigoureux sur les forces de sécurité afin de les empêcher d'avoir recours aux exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées et détentions arbitraires. Dans l'ouest anglophone du Cameroun, plongé depuis un an dans une grave crise sociopolitique et théâtre ces dernières semaines d'une hausse alarmante des violences des sécessionnistes, le comité de l'ONU contre la torture prend note de la position de l'État selon laquelle le recours à la force était nécessaire et proportionné pour réprimer des manifestations. L'organe onusien, qui recommande entre autres que la justice camerounaise s'abstienne d'appliquer la loi antiterroriste ou la juridiction militaire pour poursuivre des personnes qui ont manifesté de manière pacifique, fait cependant état de la mort d'au moins 17 personnes tuées par balle le 1er octobre dernier, de l'arrestation sans mandat de plus de 500 personnes et de la poursuite d'au moins 362 personnes pour terrorisme devant des tribunaux militaires. Jan Kounor est à Djouba, au Soudan du Sud, depuis jeudi. La défenseure de droits des victimes pour les Nations Unies s'y est rendue pour rappeler à tout le personnel sur place leur responsabilité à prévenir les cas d'atteinte et d'exploitation sexuelle. On écoute un extrait de ses propos. Certains, en particulier sur le terrain, se sont livrés à l'exploitation et aux abus sexuels et à l'exploitation sexuelle essentiellement dans le cadre du crime organisé et d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle dans le cadre du crime organisé. J'ai également eu l'occasion de m'entretenir avec une jeune femme qui a été victime de ce comportement très troublant de la part de personnes affiliées d'une manière ou d'une autre aux Nations Unies. Et nous avons parlé de ce dont elle avait besoin, de ses aspirations pour l'avenir. Et pour moi, ce genre de comportement n'est pas inévitable. C'est quelque chose qui ressort des relations de pouvoir déséquilibrées, car ceux qui se comportent comme cela sont en position de pouvoir. Beaucoup de ces victimes sont très jeunes et elles ont besoin d'une aide médicale urgente, d'une aide psychologique et pas seulement les victimes directes, mais aussi les familles de victimes. Les signalements et les accusations venant du Soudan du Sud ne sont pas nombreux, mais je considère que ceux que nous avons là ne reflètent pas la réalité parce que les gens qui sont exploités ont peur de perdre ce qu'ils ont grâce à cela. Ils ont peur de perdre leur travail ou perdre leur accès à la nourriture ou à des choses de cette nature. En Afrique subsaharienne, une personne sur deux ne connaît pas son statut VIH. Il s'agit d'une statistique annoncée par Joseph Larmarange, démographe en santé publique à l'Institut de recherche pour le développement, qui a présenté une étude sur le sujet à la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA, qui se tient en Côte d'Ivoire à Abidjan, pour être plus précis, du 4 au 9 décembre 2017. Reportage. Le dépistage est toujours insuffisant en Afrique de l'Ouest et du Centre, 35 ans après le début de l'épidémie du sida. Selon les résultats d'une étude réalisée par le démographe français Joseph Larmarange, une personne sur deux en Afrique subsaharienne ne connaît pas son statut VIH. Alors, le dépistage, c'est la pierre angulaire de la réponse à la lutte contre le sida, puisque c'est une fois que les personnes sont dépistées, si elles sont positives, qu'on peut les orienter vers une prise en charge médicale et vers un traitement, et si elles sont négatives, vers des actions de prévention. Or, aujourd'hui, plus d'une personne sur deux en Afrique subsaharienne et surtout en Afrique de l'Ouest et centrale ne connaît pas son statut VIH. On sait qu'en Côte d'Ivoire, 40% des femmes et 60% des hommes n'ont jamais encore fait de test au cours de leur vie. Suivant les pays, on a maintenant ce qu'on appelle un test rapide qui se fait au bout du doigt et qui permet de dépister directement à l'endroit où on est. Sauf que dans tous les pays, ces tests-là, les acteurs communautaires ne sont pas tous formés à pouvoir faire ce dépistage au bout du doigt. Et là, il y a encore un retard et un gap à rattraper. Pour améliorer ces statistiques,
Il a été recommandé de rendre le dépistage accessible de plusieurs manières différentes, notamment garantir le dépistage volontaire et promouvoir de nouveaux outils comme l'autotest, qui doit prendre une place importante dans le dispositif de lutte contre le VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre. Reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël par le président américain Donald Trump. La chef de la diplomatie de l'Union européenne craint que cette annonce ramène à des temps encore plus sombres que ceux vécus aujourd'hui. Jérusalem, capitale d'Israël. La nouvelle soulève beaucoup de poussière dans le rang des Palestiniens. Cette annonce du président Donald Trump a des suites très inquiétantes. Lors d'une brève conférence de presse à Bruxelles, la chef de la diplomatie de l'Union européenne a jugé le contexte très fragile. L'annonce du président Trump sur Jérusalem a un impact potentiel très inquiétant. Le contexte est très fragile et cette annonce pourrait nous ramener à des temps encore plus sombres que ceux que nous vivons aujourd'hui. Mogherini recevra ce vendredi le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est attendu lundi au siège de l'Union européenne. Un rendez-vous prévu avant l'annonce du président américain mercredi soir. Les Palestiniens exprimaient leur colère jeudi contre la reconnaissance américaine de Jérusalem comme la capitale d'Israël, alors que le Hamas appelait à une nouvelle intifada contre cette initiative potentiellement explosive. Élection jeudi dans le sud du Népal, les citoyens se rendaient donc aux urnes dans l'espoir de tourner la page de l'instabilité qui mine ce pays, et ce depuis la fin d'une sanglante guerre civile il y a une décennie. Les scrutins du 7 décembre marquent le second temps d'élection pour les assemblées nationales et provinciales. Il s'agit des premières du genre sous la Constitution de 2015. Pour en arriver là, il a fallu de longues années de négociations depuis la fin du conflit en 2006. Avec la charte fondamentale qui a institué un État démocratique à structure fédérale en établissant 7 provinces. Le changement sera très positif. Si c'est bien fait, il y aura une décentralisation et les chefs auront leur propre budget. Il y aura plus d'opportunités de développement pour chaque État. Je suis très contente de voter parce que je peux changer l'avenir de mon pays. C'est ce qu'on veut. En tant que jeunes, on pense que ça nous apportera de l'espoir, des opportunités pour ceux qui habitent ici. 12 200 000 électeurs des régions méridionales se sont rendus aux urnes jeudi, 11 jours après le tour du nord montagneux. Les Népalais votent pour la première fois pour des assemblées provinciales tout juste créées. Celles-ci devraient contrebalancer l'influence du gouvernement central, marqué par une grande instabilité politique. Le décompte des bulletins a commencé dans tout le pays à la fermeture des bureaux de vote. Les résultats sont attendus dans les prochains jours. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Bonne journée à chacun.